Bonjour à tous, bienvenue dans Spotlight, épisode spécial 10 ans après la catastrophe de Fukushima. Ce 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, l'une des plus grandes au monde, est partiellement détruite par un tsunami. C'est le deuxième plus important accident nucléaire de l'histoire. De nombreux habitants doivent alors quitter la région dans l'urgence et une course contre la montre va s'engager pour le démantèlement qui inclut la décontamination de la centrale. Où en est-on aujourd'hui? Comment les Japonais ont-ils surmonté cette épreuve? Mais aussi quelles leçons ont été tirées de cette catastrophe par les Japonais, mais également au niveau international? Nos équipes sont allées à Fukushima à la rencontre des experts et des habitants. Voyez ce premier reportage réalisé il y a quelques jours par Laurence Alexandrovitch et nos équipes au Japon. Lors du tsunami, une vague de 15 mètres de haut a détruit 4 des 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, au nord de Tokyo. Depuis la catastrophe, le gouvernement et TEPCO, l'exploitant du site, pilotent le démantèlement de la centrale qui inclut la décontamination du site qui doit se terminer dans 30 à 40 ans. La centrale comptait 6 réacteurs, ils sont tous à l'arrêt. Les réacteurs 5 et 6 ont été épargnés par la vague. Le réacteur 4 est déchargé de son combustible depuis 2014. Après le tsunami, la première étape avait été de stopper les réacteurs et d'empêcher de nouvelles émissions de radioactivité en déversant de l'eau sur les installations. Concernant la situation des réacteurs, le refroidissement était le plus important. C'est pour ça que nous avons commencé par ça. Et ensuite, il fallait s'occuper des piscines de combustible. La deuxième étape, qui consiste à retirer les combustibles présents dans les piscines des réacteurs, durera encore 10 ans. Le mois dernier, le retrait d'environ 2 tiers des barres de combustible usées des réacteurs accidentés a été achevé grâce à des robots. La troisième étape prévoit le retrait des débris, opération longue et délicate qui aura lieu dans les réacteurs 1, 2 et 3. Elle a pris du retard à cause de la crise du Covid-19. Ici, 4 000 à 5 000 personnes travaillent quotidiennement, beaucoup sans protection, grâce aux efforts pour la décontamination du site, mais ce n'est pas le cas dans cette section essentielle, l'installation ALPS. Cette innovation américaine spécialement créée pour Fukushima filtre l'eau contaminée. Ici, le réacteur accidenté contient du combustible fondu et il faut le refroidir en permanence. Donc, nous déversons de l'eau dessus. L'eau contaminée qui sort est absorbée par une pompe et est envoyée à ce système ALPS. Et la radiation est quasiment retirée, à part le tritium, pour être enfin stockée dans des réservoirs. Le tritium est une partie radioactive de la molécule de l'eau présente dans la nature, explique ce spécialiste qui s'est rendu 3 fois à Fukushima. Le tritium ne s'accumule pas dans le corps humain parce qu'il a une très courte période radioactive. Vous pouvez l'avoir et l'évacuer dans la foulée. Le tritium est généralement le moindre des problèmes. L'eau traitée est ensuite entreposée dans un millier de cuves. À l'intérieur, 1,24 million de mètres cubes d'eau. Mais ces réservoirs seront pleins en 2022. Il faudra donc évacuer cette eau traitée et 2 pistes sont envisagées. La vaporiser dans l'air ou la rejeter en mer. Cela inquiète les pêcheurs et agriculteurs locaux qui craignent que leurs produits ne souffrent à nouveau d'une mauvaise réputation. Le gouvernement réfléchit à la meilleure solution qui sera mise en œuvre dans 2 ans au maximum, après le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire, organisme indépendant créé après la catastrophe de Fukushima qui veille à la sécurité. C'est un échantillon prélevé l'an dernier. J'aimerais vous montrer si cet instrument détecte de la radioactivité. Si on approche l'aiguille, ça ne change pas, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune radiation détectable avec la machine. Selon les experts, l'accident de Fukushima est sans commune mesure avec celui de Tchernobyl. Tchernobyl, par exemple, a rejeté une énorme quantité de plutonium, d'américium, qui ont une longue période de radioactivité de plus de 20 000 ans. Tchernobyl sera contaminé pour toujours. Fukushima, c'est une toute autre histoire, parce que Fukushima a rejeté seulement des minuscules quantités de plutonium. On peut les ignorer, c'est négligeable. Ce que Fukushima a rejeté, c'est essentiellement du césium radioactif, le césium-137, à une durée de radioactivité de 30 ans.
Depuis la catastrophe, le Japon a modifié ses normes de sécurité sur ses centrales nucléaires et partage désormais son expérience avec la communauté internationale. Voilà, et nous reviendrons dans un instant sur le terrain avec cette fois les habitants de cette région. Mais tout d'abord, nous accueillons Christophe Xeri de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien cette centrale de Fukushima Daiichi. Vous y êtes allé pour la dernière fois en 2018. On vient de voir ce reportage. Qu'est-ce qui reste à faire ? Ça reste encore un grand chantier dont la partie la plus difficile sera de retirer le combustible fondu. Ce qu'on appelle le corium ou le fuel debris, ça restera la partie la plus difficile à faire et celle qui demandera le plus de temps. Alors, lors de sa visite en 2020, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, s'est dit impressionné par les progrès réalisés par les Japonais. Comment s'est passée cette collaboration entre le Japon et les institutions internationales ? En tant que Nations Unies, nous sommes allés sur le terrain, nous avons regardé comment ils travaillent. Quand je dis nous, c'est un certain nombre d'experts de l'AIEA ainsi qu'un certain nombre d'experts internationaux que nous avons invités à faire ces analyses avec nous. Et la conclusion, c'est que les méthodes et analyses sont fiables, les mesures de radioactivité qui sont faites sur le site sont fiables, et de manière générale, la façon dont le Japon aborde le sujet est en ligne avec ce qu'on peut attendre. Et justement, l'enjeu de ces prochains mois, c'est la question du rejet de l'eau traitée. Est-ce que c'est dangereux ? Alors, sur la question, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Tous les réacteurs nucléaires sont autorisés de rejeter des petites quantités de radioactivité dans l'eau et dans l'air. Tout ceci est soumis évidemment à un contrôle réglementaire. Donc clairement, quelle que soit la décision que le gouvernement japonais prendra, elle sera encadrée par l'autorité de sûreté japonaise, puisqu'on est au Japon, qui fixera les limites qui devront être respectées. Quelles sont les leçons tirées de cette catastrophe au niveau international ? Depuis, beaucoup de choses ont été faites, à commencer par ce qu'on appelle des stress tests pour réévaluer la sûreté des installations nucléaires face à des événements qui sont des événements imprévus et venant de l'extérieur. C'est une des choses de Fukushima, c'est que ça a rappelé qu'une centrale nucléaire devait être sûre de l'intérieur et devait être sûre de l'extérieur. Alors, l'Union européenne a levé son embargo sur les produits de Fukushima en 2019. Est-ce que vous mangeriez du poisson, des légumes qui viennent de Fukushima ? Comme vous l'avez rappelé au début de l'interview, nous sommes allés sur le terrain en 2018. Nous avons visité le site. Nous avons passé plusieurs jours dans la région de Fukushima. Et évidemment, nous avons mangé des produits de la région de Fukushima à ce moment-là. Et je peux vous dire que la gastronomie de la région de Fukushima mérite d'être découverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe Xeri. Je vous en prie, merci à vous. Et justement, nous sommes allés à la rencontre des habitants et notamment des agriculteurs de la région, de retour donc à Fukushima. Regardez. Ils sont venus à Okuma de tous les villages voisins. C'est sur cette commune qu'est installée la centrale de Fukushima Daiichi. Aujourd'hui, dans la mairie flambant neuve, ces anciens évacués préparent les 10 ans de la catastrophe. Au Japon, on fabrique des grues en origami, en faisant des vœux et pour souhaiter la paix. La cérémonie aura lieu dans ce nouveau quartier de Okuma, une zone désormais accessible où la reconstruction se poursuit malgré l'épidémie de Covid-19. Les zones interdites diminuent au fil des ans. En mars 2011, 88 000 personnes vivaient dans la préfecture de Fukushima, dans ces lieux qui ont été évacués. Elles sont 14 000 à habiter aujourd'hui dans ces zones réouvertes. Quand je suis revenue à Okuma, il n'y avait vraiment rien, juste des refuges et des magasins provisoires. Mais maintenant, de grands bâtiments ont été construits. Partout ici, des installations mesurent la radioactivité qui a beaucoup baissé en 10 ans. Le public est en permanence informé grâce aux analyses du centre de recherche de Fukushima. Concernant le taux de radioactivité dans l'air, on le mesure en temps réel dans plusieurs parties de la ville. Pour les autres éléments, on prélève des échantillons dans différents endroits, comme dans les sols et les eaux. La fréquence d'analyse va d'une fois par an à une fois par mois. Les bâtiments ont été décontaminés, les terres polluées ont été évacuées ou recouvertes de terre saine. À l'exception du site de la centrale, il n'y a pas plus de radioactivité ici que dans les grandes capitales mondiales.
La géologie du Japon est par nature moins radioactive qu'ailleurs et Tchernobyl a beaucoup impacté l'Europe. 2 semaines seulement après la catastrophe, Koji Kato et sa famille sont revenus s'installer à Fukushima, à 80 km de la centrale. Amoureux de leur terre, ces agriculteurs produisent du riz mais servent aussi leur bière maison dans leur bar. Les agriculteurs ont beaucoup souffert après la catastrophe. La confiance des consommateurs s'était effondrée. Aujourd'hui, 70% des pays qui avaient pris des mesures de restriction sur l'importation des denrées japonaises les ont levées. Jusqu'à l'an dernier, j'ai décontaminé en pulvérisant du produit, ce qui a entraîné un surplus de travail, car il fallait pouvoir exporter en toute sécurité. C'était ça le plus dur. Mais nous n'avons pas décelé de radioactivité pendant 5 ans d'affilée. Maintenant, on fait juste des contrôles. Après l'accident nucléaire, les exportations de la région ont chuté dramatiquement. Malgré des années difficiles, elles ont aujourd'hui doublé par rapport à 2010. Amy est devenue une ambassadrice des produits de Fukushima jusqu'en France. Les réactions étaient très bonnes. Quand je disais aux gens que ça venait de Fukushima, dans tous les pays où je suis allée, je n'ai pas vu beaucoup d'appréhension. Et ça m'a étonnée. Vivre à Fukushima, comme pour de nombreux évacués qui sont revenus, c'est pour Koji et Amy une émotion particulière. J'ai 4 enfants et je serais heureuse s'ils pouvaient dire qu'ils sont fiers d'être nés ici. Reconstruire les hommes et les femmes de Fukushima dans un environnement sûr, c'est le défi des autorités japonaises. Les experts internationaux, quant à eux, s'accordent à saluer la réussite du Japon, même s'il est vrai qu'il reste des difficultés techniques à surmonter. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous dans Spotlight.